De nouvelles croisières en partance du quai de Baie-Saint-Paul sont proposées depuis quelques semaines pour visiter l'île aux Coudres. Cette nouvelle offre récréo-touristique, qui est la seule à offrir des excursions nautiques vers l'île emblématique, est proposée par le duo père-fils de Jacques et Jimmy Normand. On a deux forfaits. On a un forfait exploratoire qui permet de faire un petit tour sur l'eau de 2 heures, arrêt sur la plage de Cap-au-Diable. Faire le tour du fort aussi de l'île aux Coudres, c'est vraiment un beau vestige. Puis on monte un petit peu la rivière de Baie-Saint-Paul. Le deuxième tour, c'est le tour découverte. Donc ça, c'est le même tour que celui exploratoire, jumelé à le tour complet de l'île aux Coudres en minibus. Le cimetière des Français, c'est ici qu'il y a eu la première messe qui a été dans le sol canadien lors du deuxième voyage de Rock-Cartier. Donc on arrête à différentes places stratégiques à l'île aux Coudres. Donc la scierie Verger-Penneau, la boulangerie, le moulin. Are you going to Scarborough Fair? Un guide local accompagne les visiteurs pour leur présenter des faits historiques et inusités, ainsi que les mythes et légendes de la municipalité insulaire. Les femmes pour expliquer la naissance des jeunes bébés à leurs enfants. Fait qu'ils disaient qu'il est venu au monde en dessous de la roche à Gaïa. Oh mon Dieu! Ça, c'est une histoire qui est vraie, là. Ouais, quand même. Ça permet aux petits artisans, aux petits commerçants d'avoir une visibilité de l'externe sans avoir à passer par le bateau du traversier. Puis on offre un troisième service qui suffit de faire le tour de l'île aux Coudres en minibus. Donc c'est vraiment c'est complémentaire. Nous, ça permet de faire rouler l'autobus, puis les gens sortant du traversier peuvent embarquer à bord de cette minibus-là et découvrir les majestueux endroits de l'île aux Coudres. True love of mine. Pour la famille Normand, ce projet de navette fluviale représente un retour dans l'industrie touristique maritime. On a fait ce service-là il y a 8 ans avec un bateau croisière de 200 passagers. C'était nettement trop gros pour les besoins de Charlevoix et de l'extérieur. Les coûts de main-d'œuvre étaient vraiment extrêmes. Maintenant, on refait cette expérience-là 8 ans plus tard avec un petit bateau de 12 passagers. On commence vraiment le basic. On va sonder le marché. On va savoir c'est quoi, c'est un année test. C'est quoi que les gens aiment, c'est quoi que les gens aimeraient plus. Puis on va s'adapter au fil du temps. Puis le bateau, on le met sur neutre. Vous allez voir la dérivation du bateau. Les copropriétaires souhaitent entretenir une relation de proximité avec leur clientèle. On n'est pas beaucoup à bord du bateau, donc on peut vivre une expérience personnelle. Puis c'est vraiment plus dynamique aussi. Si une personne a une question, on pourra lui répondre. S'ils veulent, par exemple, noliser le bateau à 12 passagers, on peut décider clairement d'aller faire une croisière plus modifiée, donc aller visiter un coin plus inusité pour eux, vu que c'est nolisé. C'est une source naturelle. La navette possède également une autre mission sur le fleuve. Mais pas pour avoir accès au quai. Ce quai-là a été construit par notre usine, on l'a fait il y a 8 ans, puis on est sauveteur bénévole. Donc le bateau assure la sécurité nautique aux alentours de Charlevoix pour augmenter la vigie sur l'eau. On offre un service de sauvetage nautique, on est bénévole auxiliaire de la garde côtière. Donc ça consiste à effectuer un sauvetage. Si par malheur on a quelqu'un qui est en danger, la garde côtière canadienne
va nous aviser de ce cas nautique-là et on doit être dépêché sur les lieux. Donc, on est les premiers intervenants sur le plan nautique. Plusieurs caractéristiques particulières permettent au bateau-mouche de réaliser des sauvetages. C'est un bateau sécuritaire parce qu'en plus, toutes les caissons sont bien étanches à comparer au Titanic, sont fermés, sont remplis de styrofoam. Fait que tout de suite, là, il y a une belle flottabilité. Fait que je pourrais dire honnêtement qu'il est insubmersible pour de vrai. Puis il est bien équipé pour l'équipement de survie. On a un Lifecraft, on a tout ce qu'il faut pour la survie. On est auxiliaire de la garde côtière, ça fait quand même longtemps. Là. Fait que, on a l'équipement de secours et la formation. Non, là, il y a un groupe. Là-bas au fond, là. Ouais. L'utilisation du bateau est toutefois limitée en fonction des marées. Normalement, la garde côtière est au courant qu'il y a un auxiliaire ici. Ils savent aussi les marées, la hauteur des marées. On peut prédire ça des mois d'avance, les marées. Là. Fait que, normalement, non, c'est sûr, je ne peux pas aller faire le sauvetage s'il n'y a pas assez d'eau. On a une plage de 5 heures. 5 heures en moyenne par jour qu'on peut faire des sauvetages. La navette présente d'autres aspects qui la rendent toute désignée pour sa mission touristique. C'est un bateau qui est rapide, c'est un bateau qui déjauge, donc c'est un navire qui va avec une coque planante. Je vous dirais confort. Il est chaleureux, puis il fait chaud à bord. Les vitres, là, le soleil rentre. Là. Je vais vous dire, là, OK, oui, une particularité qui est incroyable, c'est qu'on peut se bitcher sur le bord de la plage. C'est ça qui fait que les gens aiment la croisière. C'est qu'il y a un faible tirant d'eau, donc on peut aller vraiment s'aborder sur la plage. Là. On va s'accoster sur la plage, on débarque. Tu peux débarquer par l'avant. Là. La coque est faite en forme d'escalier interne, donc elle se déplie. Là. En contrepartie de l'accès au quai de Baie-Saint-Paul, Croisière Normand s'engage à soutenir une cause sociale. L'entente qu'on a, c'est un partenariat un peu. On va donner le bénéfice de quelques croisières à une œuvre de charité locale pour le quai puis l'électricité. La population locale bénéficie d'une promotion pour participer à l'une des activités proposées par l'entreprise. 20 de rabais pour tous les habitants de Charlevoix. Pour la croisière, c'est sûr qu'on aime ça que Charlevoix s'implique parce que même si on a déjà vécu l'île au code, c'est toujours une expérience haute en couleur. C'est personnalisé comme expérience. Puis sur le bateau, ça peut faire découvrir un tout autre angle nautique de nos belles montagnes. Les entreprises touristiques d'ici peuvent quant à elles contacter les copropriétaires afin d'établir des ententes partenariales. Tous les hôteliers, les aubergistes peuvent faire partie de cette belle expérience. Donc, on les invite à venir faire une croisière, puis vivre l'expérience en personne pour être capable de mieux la vendre aussi à leur clientèle. Puis c'est un atout pour eux. C'est un atout pour les aubergistes de Charlevoix, comme c'est un atout pour nous, parce qu'on les amène aussi de la clientèle locale. La population est invitée à consulter les réseaux sociaux et le site web de Croisière Normand pour en apprendre davantage. Des légumes frais et cultivés en automne et en hiver, voilà un défi que se sont lancés les copropriétaires des Jardins de Cap-aux-Oies, une entreprise de maraîchage située dans la municipalité des Éboulements. Laurence Garot et Charles Gagnon proposeront à leurs abonnés de Charlevoix et de Québec des paniers de légumes biologiques qui seront distribués durant la saison froide. La mission est très simple, c'est d'offrir des produits de haute qualité à la communauté régionale, à notre communauté régionale, fait que c'est Charlevoix puis Capitale-Nationale. Nous, on distribue majoritairement nos récoltes par l'entremise des paniers du réseau des fermiers de famille. Fait que les gens connaissent surtout sur le nom de panier bio. Puis comment l'abonnement fonctionne, en fait, c'est que les gens s'abonnent avant la saison. Fait que dans notre cas, là, pour les paniers d'hiver, l'abonnement, c'est en ce moment. On a ouvert les abonnements il y a 7 jours. Les gens qui s'abonnent viennent aux différents points de chute qu'on fait à chaque 2 semaines.
On en fait un aux Éboulements, on en fait un à Baie-Saint-Paul et l'autre à Québec, au centre-ville, à Limoilou, à la Barberie. On vient à chaque 2 semaines, on monte un gros étal, puis les gens ils viennent puis ils prennent ce qu'ils veulent, en quantité puis en diversité, il n'y a pas de limite, à moins que quelqu'un veuille partir avec 200 livres de patates, là. Mais généralement, les gens n'ont pas une faim aussi grande que ça. Les gens façonnent eux-mêmes leur panier, au lieu qu'on monte à la ferme des paniers qui sont tous pareils, mais il y en a qui aiment ça, moins de carottes, plus de courges, et ainsi de suite. Fait que les gens ils peuvent vraiment venir choisir. La ferme maraîchère sera la première en Charlevoix à ne fournir qu'exclusivement des paniers biologiques d'hiver à la population. Ces derniers seront composés d'une quarantaine de produits. On s'est rendu compte de différentes choses qui ont fait qu'on a eu envie de changer puis d'essayer complètement autre chose. Premièrement, parce que y a beaucoup de fermes dans le coin qui offrent déjà des paniers d'été. Puis c'est une super belle idée, mais arrive l'automne, puis finalement, il n'y a plus grand-chose de local puis de bio, de facilement accessible. On n'arrête pas de manger, là. Le pic de saison d'été, c'est 5 mois. Puis après, pendant 7 mois, tout le monde qui s'alimente local, puis qui sont contents de le faire, parce que le goût est tellement meilleur, c'est tellement plus frais. Là, il faut tout qu'on retourne à l'épicerie. Puis là, les habitudes alimentaires, c'est quelque chose qu'on a de très stable, ça. Fait que là, l'instabilité dans les habitudes alimentaires, c'est pas le fun. Fait que là, nous, on veut rendre ça d'une stabilité totale. On veut rendre ça béton. L'été, vous allez pouvoir aller sur des fermes estivales qui sont spécialisées là-dedans et qui font du super bon stock. Il y en a plein dans la région. Puis l'hiver, on peut continuer, juste prendre le relais d'une autre ferme, puis continuer comme ça. Nous, ici, on est sur, dans le fond, on a comme 4 hectares en champ, puis 2 serres, ce qui fait qu'on a quand même des moyens de production en champ de quantité un peu plus grande que ce qu'on fournissait pendant l'été. Ce qui fait qu'on est capable de faire beaucoup de légumes de conservation. Donc, tu sais, des carottes, des courges, des oignons en plus grande quantité. Puis, en plus, on est capable de produire des verdures en serre l'hiver. Donc, est comme venue un peu l'idée de switcher de saison, dans le fond, puis d'aller dans la saison morte, où les végétaux ont plus de difficultés à pousser, mais qu'on a quand même besoin de manger. T'sais. Au dire des copropriétaires, la nouvelle offre alimentaire semble attendue par plusieurs résidents de la région. Les gens veulent bien manger à l'année. Ouais. Puis Ça semble être une priorité. c'est une priorité. Surtout quand on sait qu'on peut manger frais. Ceux qui sont connectés à leur alimentation le disent souvent. Là, rendu février, mars, avril, là, c'est comme on a hâte d'avoir de la verdure, on a hâte de manger du stock qu'on sait que c'est vivant puis que ça nous nourrit pour vrai. Là. Mais c'est un peu ça, c'est ça qu'on essaie de remplir. On essaie de taire ce sentiment-là. Le choix entrepreneurial demeure toutefois un pari financier. Oui, c'est très risqué, surtout cette année parce qu'on a comme décidé qu'on n'était pas capable de faire la saison au complet. Ce qui fait que le dernier moment où on a eu des bons revenus, c'était en octobre dernier. Fait que pour une entreprise de notre échelle, qui est très petite, on travaille avec des marges qui sont minuscules. Fait que c'est très risqué, premièrement. Puis en plus, il fallait quand même faire beaucoup d'investissements pour réussir nos productions cette année. Notamment, on est en train de construire un bâtiment. On a besoin de plus d'espace en chambre froide. On a besoin d'un espace où on peut travailler en hiver, qui est chauffé, où il y a de l'eau hors gel. C'est toutes des considérations qu'on n'a pas besoin d'avoir quand on produit en été parce que c'est simple, on est dehors, puis tout est comme beaucoup plus simple. En hiver, on arrive dans un degré de complexité qui est pas mal plus élevé. Là. D'autres défis logistiques se posent en raison de la conversion saisonnière de la ferme. Les serres sont déjà isolées, chauffées, automatisées, mais on rajoute des structures dans la serre à l'automne pour faire doubler les effets de serre. Puis l'eau est alimentée hors gel, aux serres. Fait que ça, c'est un petit travaux d'excavation que souvent on n'a pas besoin de faire quand on produit juste l'été. Là. On fait juste purger les lignes d'eau, puis on remet l'eau rendue au printemps. Mais là, il va falloir irriguer durant l'hiver aussi. Fait que c'est pas des gros
C'est pas beaucoup d'adaptations au niveau des serres. Là. Le gros des adaptations, c'est de sortir des... C'est que la ferme au complet doit changer. Il faut avoir de la mécanisation adaptée. Il faut être capable de lever des bennes de légumes qui pèsent entre 300 et 700 livres chaque. Donc, on ne peut pas faire ça à bras. Ça se fait pas faire de l'agriculture hivernale exclusivement manuellement. Là. Il faut une certaine forme de machinerie si on veut faire un volume moyen, par exemple. Fait que, il faut des tracteurs, il faut de la machinerie comme des lames souleveuses pour récolter les légumes racines. Il faut beaucoup de bennes de bois. Puis il faut un lieu de stockage. Puis là, un lieu de stockage, c'est des grosses chambres froides, ça coûte quand même c'est un certain prix. Fait que c'est un investissement, mais ça fait partie de l'aventure d'adapter les infrastructures à la production. C'est comme toutes les fermes sont comme ça. Dans les dernières années, on a comme fait des tests à chaque hiver. Là. Non, on va essayer de semer ça à telle date, on va essayer de faire ça. Puis avec des échecs monumentaux, puis des belles réussites. Puis là, c'est ça. On se rappelle des échecs, puis on investit dans la réussite. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de produire pratiquement sans chauffage. Il y a des gros pics de froid pendant l'hiver, mais les plantes sont vraiment faites plus fortes qu'on pense. Un épinard, là, ça peut prendre moins 20 là, en plein front. Puis ça a l'air mort le matin. Mais il ne faut pas rentrer dans la serre le matin. Il faut attendre là, à 11h, à midi, 1h. Puis là, c'est revenu. Là. Puis qu'est-ce qui est incroyable, c'est que on dirait que ces conditions-là difficiles, ça les rend juste meilleurs. C'est un stress de plus qui fait que le produit, les épinards sont croquants, sont sucrés, sont vraiment bons. Charles Gagnon et Laurence Garot valorisent une agriculture orientée sur leurs valeurs personnelles. Le bio, c'est orienté dans 4 principes. Le principe d'écologie, le principe d'équité, c'est d'être la précaution. Ouais. Puis l'autre principe, c'est la santé. Puis de ces 4 principes-là découle le cahier de charge, c'est-à-dire comment on doit cultiver. C'est quoi les principes agronomiques qui vont sortir de ça. Puis nous, c'est des principes auxquels on se rattache beaucoup. De considérer que c'est pas seulement qu'est-ce qu'on met dans le sol, mais c'est qu'est-ce qu'on fait subir aussi à nos travailleurs. C'est dans quel agro-environnement on veut que l'humain soit. Puis c'est quoi le produit qui en découle aussi après. T'sais. Puis on s'engage à nourrir notre communauté régionale avec la nourriture la plus saine possible. Gustativement, nutritionnellement. Il ne reste que quelques abonnements disponibles pour cette offre régionale lancée il y a quelques jours. On est vraiment impressionnés, on est déjà quasiment à pleine capacité. Là. Ça fait une semaine aujourd'hui. Fait que on visait 100 abonnements, on en a un petit peu plus. Fait qu'on est très, très contents. On est quand même touchés là, de la réponse des gens aussi. On avait quand même sondé notre monde, fait qu'on avait une idée que ça allait bien répondre à un besoin, mais on savait pas à quel point. Là. Fait que clairement, on a touché quelque chose dont le monde ressentait un besoin, de bien s'alimenter en hiver. On a eu comme cette idée-là, cette intuition-là, puis là, finalement, on est bien content que la réponse suive. Là. La population est invitée à consulter le site Internet de l'entreprise pour connaître les informations liées aux inscriptions et aux différents points de chute des paniers. Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix souligne cette année ses 35 ans d'existence. L'organisme de santé mentale offre différents services à la population charlevoisienne. Bien, la mission de base, c'est vraiment informer, sensibiliser, prévenir la problématique suicidaire dans la région de Charlevoix. Puis vous êtes présent pour les personnes? On est présent pour les personnes, que ce soit une personne suicidaire ou que ce soit une personne, un tiers, dans le fond, une personne qui s'inquiète pour une autre. Fait qu'on est présent pour toutes ces personnes-là. Bien, tu sais, on n'est pas un centre de crise, mais on répond aux appels. Fait que c'est sûr qu'une personne peut nous appeler en crise. Fait que l'intervenante qui est ici sur place va pouvoir l'accompagner, va pouvoir prévoir une rencontre aussi avec la personne. On n'est pas juste aux appels, c'est qu'après ça, l'intervenante va suivre le client ou la cliente dans son processus de guérison. Vous faites donc de la prévention? On fait de la prévention.
On fait de l'intervention et on fait de la postvention. Dans le fond, la postvention, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, mais c'est vraiment quand quelqu'un a vraiment commis l'acte irréparable, qui s'est enlevé la vie, bien là, on va être là pour la famille. Fait que les gens peuvent avoir des rencontres pour les aider à faire le cheminement là, par rapport à leur deuil. Là. Sandra Murray fait état du nombre d'interventions menées par le Centre de prévention. Bien, c'est difficile d'avoir vraiment le portrait spécifique parce que bien, on rentre dans la capitale nationale, comme j'ai mentionné. Mais c'est sûr que là, on essaie de pouvoir avoir des meilleures statistiques. Ça veut dire que nous, mettons, si je donne un exemple, avril, mai, juin, on est capable de dire qu'on a eu 389 APL, donc 685 interventions dans la région. Là. De nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur la problématique du suicide au Québec. Bien, c'est sûr qu'il y a toujours des saisons. Quand on parle de l'automne, là, voyez-vous, c'est le printemps qui a été comme un petit peu plus débordé là, que l'automne. Il n'y a pas nécessairement de saison, mais oui, c'est sûr que, on le sait, l'automne peut être un petit peu plus problématique, moins d'éclairage au niveau de l'extérieur, pluvieux, mais le printemps peut être aussi, souvent c'est des changements, bon, les personnes se laissent, des séparations, des fois ça peut être des deuils, peu importe. Souvent, bien, les gens ils ont plus besoin, que ce soit homme-femme, je vous dirais que dans la région, c'est pas mal, je ne veux pas dire égalité là, par rapport à homme-femme, mais ça s'équivaut. On a presque autant d'hommes que de femmes qui appellent. Là. En ce début du mois d'août, le Centre de prévention du suicide lance une loterie-tirage afin de récolter des fonds pour la poursuite de sa mission. Bien, dans le fond, on a eu l'idée justement pour souligner nos 35 ans, on veut gâter les gens. À la base, nous, ce qu'on fait prioritairement, c'est de la prévention. Donc, la prévention veut dire les outiller pour prendre soin d'eux. Donc, ce qu'on fait, c'est on leur offre une soirée, donc l'opportunité de gagner 3 magnifiques forfaits. On a un forfait qui comprend des billets des Canadiens à Montréal avec l'hébergement, etc. On a un forfait nuitée pour 2 personnes au Germain, incluant souper, petit déjeuner, accès au spa. Et on a ensuite 2 billets pour Domaine Forgette, Philippe Braque, avec une carte cadeau au restaurant Le Saint-Y. Et souvent, on jumelle aussi ça avec une carte d'essence. C'est le fun d'avoir une carte d'essence, là, puis ça facilite un peu la chose. On a la chance d'avoir des commanditaires. Donc, on parle de Remax qui nous a donné vraiment des sous pour nous commanditer. Très généreux. On parle aussi de Aubry-Anctil, du Domaine Forgette qui nous ont fourni aussi les billets pour le spectacle. On va faire le tirage le 7 novembre. C'est vraiment un cocktail dînatoire qu'on va avoir. C'est une soirée qu'on veut organiser, mais c'est une soirée qu'on veut souligner les 35 ans, mais les 35 années de bénévoles inestimables qui ont fait partie du Centre de prévention suicide, les représentants au conseil d'administration, etc., qui ont donné beaucoup de leur temps. Donc, c'est cette soirée-là, on va vouloir vraiment leur donner de l'importance, puis on prévoit quelque chose de quand même gros, là. Une activité sportive de financement est également prévue au cours du mois de septembre pour l'organisme. Oui, vous parlez du tournoi de golf de la Fondation dans prévention suicide de Charlevoix, oui, qui aura lieu le vendredi 13 septembre. On est vraiment chanceux aussi là, de la Fondation qui nous remet des sous. Les inscriptions vont super bien. Comme les autres années, ça se déroule vraiment au terrain de golf de Baie-Saint-Paul. Fait qu'encore là, il va y avoir quand même des beaux prix de présence aussi à gagner. Fait qu'on incite les gens à se faire une équipe là, pour faire le tournoi. Là. Le centre sensibilise également les jeunes générations en ce qui a trait à la santé mentale. Bien, on a aussi le concours de dessin pour les jeunes qui est en vigueur là, présentement, qui est sorti depuis début juin. C'est les jeunes de 12 ans à 19 ans. On veut, grâce
au Club Lyon qui nous ont remis des sous. On veut fournir aux jeunes de la région un carnet du bien-être. Un carnet qui va servir à écrire comment est-ce qu'on se sent, de la poésie, à dessiner, à mettre ses émotions dans un carnet. Et ainsi, bien, ce qu'on veut faire avec ce concours-là, c'est trouver le dessin qui va pouvoir se retrouver sur la page couverture. Fait qu'on incite vraiment les jeunes à participer, à nous envoyer leurs dessins. Les personnes intéressées à soutenir la mission du Centre sont invitées à se rendre sur le site web et sur les réseaux sociaux de l'organisme. Emma Québec était de passage à Baie-Saint-Paul en ce début du mois d'août 2024 dans le cadre d'une collecte de sang. L'organisme observe des répercussions de la période des vacances estivales sur le nombre de dons récoltés à travers le Québec. Une petite relation qui existe, on se rend compte que l'été, heureusement ou malheureusement, heureusement pour nos futurs donneurs, puis malheureusement pour nous, les gens se mettent en mode festif. Hein? Alors, activités de 5 à 7, tondre de la pelouse, s'occuper de la plate-bande. Donc, il y a une relation directe avec le don de sang. Les gens vont avoir tendance à oublier. Alors, nous, il faut redoubler d'efforts pour leur dire « nous allons être présents » et le sang ne prend jamais de vacances. Alors qu'on soit un 25 juillet ou un 25 décembre, le don de sang est hyper important parce que la personne qui est à l'hôpital, elle attend ça pour être sauvée ou du moins retrouver une qualité de vie. Les Charlevoisiens et Charlevoisiennes seraient cependant au rendez-vous tout au long de l'année. Baie-Saint-Paul, Charlevoix, en fait, dans les régions, quand on s'éloigne un peu des centres, particulièrement à Baie-Saint-Paul, les gens sont très généreux. On vient entre 4 et 6 fois par année. Et c'est très particulier parce qu'on fait toujours entre 90 et 110 donneurs. Ce qui veut dire, un indice pour Emma Québec, c'est très performant. Dites-vous une chose, c'est de l'argent public, donc on ne se déplacerait pas si ça ne vaut pas la peine. Chaque don est important, mais Baie-Saint-Paul, les gens répondent à l'appel. 2 raisons. La première, une équipe en or et exceptionnelle de bénévoles qui font un travail de souterrain incroyable. Et la deuxième, c'est qu'on a aussi la possibilité d'être dans des endroits reconnus par la population, que ce soit aussi au centre éducatif ou ailleurs dans Baie-Saint-Paul. On n'est pas dans des parcs industriels, on n'est pas loin de la population, puis on vient à des bonnes dates aussi. Si on était venu durant le festival du festif de Baie-Saint-Paul, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le succès d'aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour vous de donner du sang? Ah, ben, c'est parce que c'est un don. Tout simplement parce qu'on sait que les gens en ont besoin et qu'éventuellement, ça peut être nous autres qui en avons besoin. Ça fait que c'est pour donner, pour redonner. Parce qu'on est en santé puis on en profite. Puis vous êtes assez assidu, ça fait... Ben, moi, ça fait 15 ans que j'en donne régulièrement. Là. Au moment où j'ai pris ma retraite, je viens... on a le droit à 4 fois par année. Ça fait que je viens 3 fois normalement. Là. Pourquoi vous venez donner du sang aujourd'hui? Pour aider les gens, un jour, je vais en avoir de besoin aussi, probablement. Est-ce que ça fait longtemps que vous donnez du sang? J'ai recommencé. Je l'ai donné quand j'étais beaucoup plus jeune, mais j'ai recommencé depuis 2-3 ans. Je viens à tout. Je n'ai pas manqué une depuis 2 ans et demi ici. Depuis la pandémie de la COVID-19, Emma Québec constate également une baisse d'intérêt d'une partie de la population pour le don de sang. Alors, les jeunes générations, on se rend compte chez Emma Québec, depuis la pandémie, une légère baisse. Mais c'est suffisant pour que ce soit préoccupant pour nous. Les 18-30 ans ou les 24-34 ans là, sont un petit peu moins présents depuis la pandémie. Toutes sortes de raisons pour expliquer ça, mais chez Emma Québec, on n'a pas de réponse précise à donner là-dessus. Alors, pour y arriver, on a intensifié notre présence sur les médias sociaux. Nommez-les, on est presque sur toutes les plateformes. Et on a aussi créé des kiosques de recrutement et de rebooking, excusez l'anglicisme, dans les institutions scolaires. Donc, les cégeps, les universités, on invite cette population-là étudiante à se présenter aux collectes de sang ou du moins faire leur premier don pour créer une habitude pour le futur. Vous allez, par exemple, vous allier avec des équipes sportives? Oui, on va utiliser des équipes sportives, on va utiliser des associations étudiantes, les élèves ou les étudiants qui vont rayonner dans leur milieu. Je vous donne un exemple. Si on va au campus de l'UQAR à Lévis, on va utiliser la faculté de sciences de la vie, donc les infirmières qui étudient, pour nous donner un coup de main à faire la promotion de la collecte. Dans un cégep, ça peut être une équipe sportive, et eux vont être capables de rayonner et de faire vivre cette collecte de sang-là avec tout le monde
qui vont être présents le jour de la collecte. Depuis la fin de l'année dernière, Héma-Québec accepte de nouveaux groupes de donneurs qui étaient autrefois exclus des dons de sang. Effectivement, depuis décembre 2023, donc c'est tout nouveau, le Creutzfeldt-Jakob, la fameuse déviance de la vache folle, à l'époque, tous les donneurs européens étaient exclus du don de sang. Maintenant, ils sont accessibles, donc ils peuvent donner du sang sans aucun problème, ce qui fait en sorte aussi que les diabétiques qui se piquaient à l'insuline ne pouvaient pas donner de sang parce qu'il y avait une protéine bovine dans l'insuline. Maintenant, même si on se pique à l'insuline, on peut donner du sang. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a un autre critère aussi, qui sont l'ensemble des critères d'admissibilité. Alors, c'est pas parce qu'on est européen que demain matin, on peut donner du sang. Il faut quand même répondre à des critères stricts pour Héma-Québec. L'objectif, c'est quand la poche de sang, l'unité de sang arrive à l'hôpital, on ne veut pas être nerveux. On veut être sûr que le sang est propre à 100 % puis que ça va nous faire du bien et non le contraire. Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes sont également autorisés à donner du sang depuis décembre 2022. On accepte maintenant la communauté LGBTQ. Donc, à l'époque, les gays hommes qui avaient des relations sexuelles homme-homme étaient exclus du don de sang. Maintenant, ils sont accessibles. Entre guillemets, c'est pas parce qu'on est gay qu'on a un passe-droit et qu'on peut donner du sang. Il faut répondre encore aux critères d'admissibilité de l'ensemble des critères là, chez Héma-Québec. Mais ils sont les bienvenus maintenant. Il n'y a plus de discrimination à ce niveau-là. Nicolas Nadeau admet que le recrutement de bénévoles pour Héma-Québec demeure un enjeu d'actualité. Alors, on se rend compte, puis vous devez le voir aussi à Baie-Saint-Paul, c'est que souvent, pour créer un événement, on faisait affaire à l'époque avec un seul organisme. Exemple, les Filles d'Isabelle. Maintenant, on va avoir les Filles d'Isabelle, les Marie-Reines, les Chevaliers-Colomb, les Optimistes qui vont créer un groupe de bénévoles pour tenir une collecte de sang. Deux raisons s'expliquent. La première, population vieillissante. Donc, nos bénévoles qui, il y a 20 ans, avaient 60 ans, sont rendus à 80. Et deuxièmement, eux aussi ont des difficultés au niveau du recrutement de leurs membres. Ce qui fait en sorte que, oui, c'est une préoccupation pour Héma-Québec à moyen et long terme. Dans toutes les régions du Québec, on vit la même problématique, le recrutement de nos donneurs et le recrutement de nos équipes bénévoles. Parce que sans eux, moi, je vous rappelle qu'une collecte de sang ne peut pas avoir lieu. On a toujours entre 6 et 12 bénévoles sur une collecte de sang qui sont là avant, pendant et après la collecte. Et ils sont très précieux. Les personnes intéressées à donner du sang peuvent se rendre sur le site Internet d'Héma-Québec pour prendre rendez-vous ou pour connaître le fonctionnement du don de sang au Québec.